chronique d'une image. Une photo, une histoire, un mystère. Pendant près de 40 ans, au bord d'une route de Virginie occidentale, les automobilistes pouvaient voir les visages de 5 enfants. 5 photos en noir et blanc, alignées sur un grand panneau au bord de la route 16, avec en dessous une question. Qu'est-ce qui leur est arrivé ? C'est cette image que vous voyez en couverture de ce podcast. Et aujourd'hui, je vous raconte en détail leur histoire. Parce que ce n'est pas juste une histoire d'enfants disparus, c'est bien plus que ça. L'épisode d'aujourd'hui sera sans doute long, voire peut-être le plus long chronique d'une image de la chaîne. Mais l'histoire est trop fascinante pour vous la résumer en 10 minutes. Et vous allez le voir, chaque détail aura son importance. Bienvenue dans Chronique d'une image. On est le 24 décembre 1945, à Fayetteville, en Virginie occidentale. Fayetteville, c'est le genre de petite ville où tout le monde se connaît, où les nouvelles circulent plus vite que le courrier et où la nuit tombe plus tôt en hiver. Ce soir-là, la neige recouvre les toits. Les routes sont calmes et dans la grande maison en bois des Soder, au bord de la route 16, c'est agité. Et pour cause, George et Jenny Soder vivent ici avec 9 de leurs 10 enfants. Le 10e, Joe, 21 ans, vient tout juste d'être démobilisé de l'armée et n'est pas encore rentré. C'est une famille nombreuse, bruyante et soudée, connue dans le quartier. Et ce soir-là, comme dans toutes les familles avec des enfants, c'est le chaos joyeux de la veille de Noël. Marion, la fille aînée, 17 ans, est rentrée de son travail au magasin en centre-ville avec des cadeaux qu'elle a achetés elle-même pour ses petites sœurs Martha, Jenny et Betty. Les gamines ont ouvert les jouets immédiatement. Et depuis, personne ne veut aller dormir. La mère, Jenny, finit par céder. Les enfants peuvent rester debout encore un peu. Mais elle pose une condition à Maurice, 14 ans, et à Louis, 9 ans. Avant de monter se coucher, ils doivent aller fermer le poulailler et nourrir les vaches. Et oui, on est en 1945 dans une famille de 10. Vers 22h30, Jenny prend la petite Sylvia dans ses bras, qui a 2 ans, et monte se coucher. George et les 2 aînés, John, 23 ans, et George Junior, 16 ans, dorment déjà, épuisés par une journée de boulot dans l'entreprise de transport de charbon de la famille. En bas, les 5 plus jeunes sont encore debout. Marion s'est endormie sur le canapé du salon, et la maison, petit à petit, finit par se taire. Il est un peu plus de minuit quand le téléphone réveille Jenny. Elle descend dans le couloir et décroche. Hello? Au bout du fil, elle entend une voix de femme qu'elle ne reconnaît pas. La femme demande à parler à quelqu'un dont Jenny n'a jamais entendu le nom. En arrière-plan, elle entend du monde, des rires et des verres qui s'entrechoquent. Comme une fête. Jenny répond que la femme s'est trompée de numéro. Et celle-ci éclate de rire. Un rire bizarre, presque moqueur, dira-t-elle plus tard. Puis elle raccroche. C'est un appel a priori étrange, mais elle ne s'inquiète pas vraiment. Un appel au mauvais numéro un soir de réveillon, ça peut arriver. Mais vous allez le voir, ce n'est pas la seule chose étrange et inattendue qu'il va se passer ce soir-là. En remontant, elle jette un œil au rez-de-chaussée, et plusieurs choses la font tiquer. Les lumières sont encore allumées, les rideaux n'ont pas été tirés, et la porte d'entrée n'est pas verrouillée. Marion dort sur le canapé, mais des 5 plus jeunes, il n'y a aucune trace en bas. Jenny se dit qu'ils ont dû monter se coucher sans éteindre derrière eux, comme d'habitude. Elle coupe les lumières, ferme les rideaux, verrouille la porte et retourne dans sa chambre. Quelques minutes passent, et puis elle entend un bruit. Quelque chose a frappé le toit, un choc sec suivi d'un roulement, comme une espèce de balle en caoutchouc qu'on aurait lancée là-haut et qui roule le long de la pente avant de tomber au sol avec un bruit sourd. Sur le moment, elle ne se lève pas. Ce n'est pas suffisamment alarmant pour sortir du lit en pleine nuit de Noël. Ce n'est qu'après coup, bien après, que ce bruit prendra un tout autre sens. Il est environ 1h du matin quand Jenny ouvre les yeux pour la 3e fois. Cette fois, c'est ni le téléphone ni un bruit sur le toit qui l'attire de son sommeil. C'est l'odeur. Une odeur de fumée qui s'infiltre jusque dans la chambre. Elle se lève, elle descend et elle voit que le bureau de George au rez-de-chaussée est en feu. Les flammes embrassent déjà les murs autour du boîtier électrique et de la ligne téléphonique. Le bureau est adjacent au salon et à la cuisine.
et le feu commence à s'étendre. Jenny réveille Georges. Il bondit. Ils crient tous les deux et ils appellent leurs enfants. Marion se réveille en sursaut sur le canapé. John et George Junior dévalent de l'étage par leur chambre, les cheveux à moitié roussis par la chaleur au passage. Jenny attrape Sylvia. 6 personnes sortent de la maison. Et c'est dehors, dans le froid, pieds nus dans la neige, en regardant autour d'eux et en comptant les visages qu'ils comprennent. Maurice, Martha, Louis, Jenny et Betty ne sont pas là. Georges, le père, ne réfléchit pas. Il fait demi-tour, il rentre dans la maison par la porte et il essaye de monter l'escalier vers l'étage, là où se trouvent les chambres des enfants. Mais l'escalier est déjà pris par les flammes. Le feu est monté trop vite et il ne peut pas passer. Il ressort immédiatement. Il brise une fenêtre du rez-de-chaussée à main nue et il essaye de se hisser à l'intérieur pour trouver un autre accès. Il s'arrache la peau de l'avant-bras sur le verre en passant. Mais à l'intérieur, c'est déjà trop tard. La fumée a tout envahi. Le feu coupe chaque passage et il n'y a plus de chemin vers l'étage. Alors il pense à l'échelle. Il la laisse toujours appuyée contre le mur extérieur de la maison, justement pour pouvoir accéder aux fenêtres du premier étage. Il fait alors le tour en courant. L'échelle n'est plus là. Elle n'est pas tombée, elle n'est pas au sol le long du mur. Elle a disparu. Georges continue de tourner autour de la maison. Il hurle les prénoms de ses enfants vers les fenêtres de l'étage. Dehors, Jenny fait la même chose. Marion aussi. Tout le monde crie. Aucune réponse ne vient de là-haut. Aucune silhouette n'apparaît aux fenêtres. Et ça, c'est un détail que Marion relèvera plus tard. Elle n'a jamais vu un seul de ses frères et sœurs se montrer à une fenêtre cette nuit-là. Elle n'a rien entendu venir de l'étage et elle n'a jamais senti cette odeur que l'on associe à un corps en train de brûler. Georges pense alors au camion. Il en a 2, garés juste à côté de la maison. Son idée, c'est d'en approcher un contre la façade, de grimper sur la cabine et d'atteindre les fenêtres de l'étage par là. Il saute alors dans le premier camion et il tourne la clé. Le moteur ne répond pas. Tant pis, il court vers le deuxième. Même chose, le moteur ne démarre pas. Les 2 camions fonctionnaient pourtant parfaitement la veille. Georges essaye alors de récupérer de l'eau dans un baril de pluie posé dans la cour, au moins pour gagner quelques secondes et ralentir les flammes sur un côté. Mais l'eau est gelée. Pendant ce temps, Marion court chez le voisin le plus proche pour appeler les pompiers. Elle décroche le téléphone et essaye de joindre un opérateur. Personne ne lui répond. Un autre voisin, qui a vu les flammes depuis sa fenêtre, essaye d'appeler depuis une taverne du coin, mais lui non plus n'obtient aucune réponse. Finalement, quelqu'un du coin décide de prendre sa voiture et de rouler jusqu'en ville pour aller chercher le chef des pompiers en personne. Il s'appelle F.J. Morris. Morris lance le système d'alerte de Fayetteville, un phone tree, une chaîne d'appels. C'est-à-dire qu'un pompier appelle le suivant, qui appelle le suivant, etc. Parce qu'à l'époque, la caserne de Fayetteville n'a même pas de sirène, et les pompiers sont tous des volontaires. Et il y a un problème supplémentaire dont on ne parle pas souvent. Alors c'est un comble, mais Maurice lui-même, le chef des pompiers, ne sait pas conduire le camion de pompiers. Du moins, c'est ce qu'il donnera comme explication. Je tiens à préciser que c'est ce qu'il a déclaré lui-même dans toutes les sources que j'ai pu trouver, même Wikipédia, mais en aucun cas c'est un fait avéré. Il doit donc attendre qu'un pompier qui sait le conduire soit disponible. Les minutes passent, le feu gagne tout l'étage, le toit s'effondre, les fenêtres disparaissent derrière les flammes, et la famille Soder est toujours là, dehors, dans la neige, à regarder leur maison se consumer en hurlant des prénoms qui n'obtiennent aucune réponse. Les pompiers de Fayetteville arrivent à 8h du matin, 7 heures après l'alerte, pour une caserne à peine 4 km. Quand ils arrivent, il n'y a plus de maison, il n'y a plus qu'un tas de cendres fumantes sur un champ de neige blanche. Je vous laisse imaginer le supplice de la famille, contraint d'attendre 7 heures, spectateurs d'un incendie qui ravage leur foyer et tue leurs enfants. Du moins, c'est ce qu'ils pensaient à ce moment-là. Le matin de Noël, les pompiers fouillent les décombres. On retrouve des restes de meubles, de la tôle, des appareils ménagers déformés par la chaleur, des pièces de monnaie fondues et un dictionnaire à moitié calciné. Des objets du quotidien que le feu n'a pas complètement détruits. Mais il n'y a aucune trace des 5 enfants. Je veux dire, vraiment aucune. Le chef des pompiers,
Maurice donne sa version qui est la suivante. Le feu aurait été tellement intense qu'il aurait réduit leur corps en cendres, intégralement. Et sur le moment, George et Jenny n'ont pas les moyens de contester quoi que ce soit. Ils viennent de passer la pire nuit de leur vie. Ils sont debout depuis 7 heures dans le froid, couverts de suie, et George saigne encore du bras. Alors ils encaissent ce qu'on leur dit. Le 30 décembre 1945, 5 certificats de décès sont établis. La cause officielle est, je cite, « feu et suffocation ». Dans la case « lieu d'inhumation », c'est l'adresse de la maison qui est inscrite. La date de l'enterrement, le 27 décembre. Sauf qu'il n'y a pas eu d'enterrement, parce qu'il n'y a pas eu de corps à enterrer. Et quelques jours plus tard, submergé par le chagrin, George fait venir un bulldozer. Il recouvre les ruines avec 1,50 m de terre et transforme l'emplacement de la maison en jardin mémorial pour ses 5 enfants disparus. Jenny y plantera des fleurs qu'elle entretiendra jusqu'à la fin de sa vie. Sur le papier, l'affaire est close. En réalité, c'est là qu'elle commence. Mais avant d'aller plus loin, il faut que je vous raconte qui sont les Soder, et surtout ce qui s'est passé dans les semaines avant cette nuit de Noël, parce que c'est là que les choses deviennent vraiment étranges. Laissez-moi remonter encore le temps 50 ans en arrière, car ça a son importance. George Soder est né en 1895, sur l'île de Sardaigne, en Italie. En 1908, à 13 ans à peine, il monte sur un bateau pour l'Amérique avec un de ses frères aînés. Ils arrivent à Ellis Island, le point d'entrée de tous les immigrés à New York. Et là, je ne pourrais pas vous donner plus de détails sur le sujet, mais le frère fait demi-tour. Il rentre en Italie. Et George, 13 ans, se retrouve seul aux États-Unis. Ce gosse va se construire à la force du poignet. Il commence par travailler sur les chantiers de chemin de fer en Pennsylvanie. Il porte de l'eau et des matériaux pour les ouvriers. Puis il finit par s'installer en Virginie occidentale. Il devient d'abord chauffeur, puis il monte sa propre boîte de transport. D'abord de terre et de gravats pour les chantiers, puis de charbon et de fret. Un jour, il entre dans un magasin qui s'appelle le Music Box et il rencontre la fille des propriétaires, une certaine Jenny Cipriani, elle aussi arrivée d'Italie quand elle était toute petite. Ils se marient, ils s'installent à Fayetteville et entre 1923 et 1943, ils ont 10 enfants. George devient un notable local. On le décrit comme l'une des familles de la classe moyenne les plus respectées du coin. Mais George a un défaut, si on peut appeler ça un défaut. Il dit ce qu'il pense, et il le dit fort. Il ne recule devant personne. Et en particulier, il ne cache pas qu'il déteste Benito Mussolini, le dictateur fasciste italien. Sauf que dans la communauté italienne de Fayetteville, tout le monde n'est pas du même avis. Le sujet est brûlant, surtout pendant la guerre. Mussolini n'est renversé qu'en 1943 et exécuté en 1945. Les débats sont violents, les engueulades fréquentes et George se fait des ennemis sans forcément s'en rendre compte. Mussolini è un pezzo di merda. Te ne pentirai, George. Et c'est là que les premiers signaux d'alerte apparaissent. Quelques semaines avant Noël 1945, un vendeur d'assurance vie passe chez les Soder pour leur proposer un produit. Salve, avete bisogno di un'assicurazione? George refuse. Alors le vendeur s'énerve. Et d'après ce que la famille racontera plus tard aux enquêteurs, il lâche cette phrase, et je cite. « Ta putain de baraque va partir en fumée et tes enfants seront détruits. Tu vas payer pour les saloperies que tu racontes sur Mussolini. » George, sur le moment, il ne prend pas la menace au sérieux. C'est une engueulade comme il en a déjà eu d'autres. À peu près à la même période, un autre homme se présente à la maison. Il dit qu'il cherche du boulot comme transporteur. George n'a rien à lui proposer. Mais l'homme, au lieu de repartir, fait le tour de la maison, va jusqu'à l'arrière, s'arrête devant le boîtier électrique et dit à George, comme ça, sans qu'on ne lui ait rien demandé, « Ça va provoquer un incendie un jour, ça !» George trouve la remarque bizarre. Le réseau électrique venait d'être vérifié par la compagnie d'électricité quand ils avaient installé une nouvelle cuisinière, et tout avait été déclaré conforme. Mais il laisse couler. Et puis, dans les derniers jours avant Noël, les fils aînés de George commencent à remarquer quelque chose. Une voiture inconnue est garée le long de la route principale, avec des gens à l'intérieur, et ils semblent observer les plus jeunes enfants Soder quand ils reviennent de l'école.
Donc si on résume, voiture inconnue, inconnu qui surveille les enfants, menace explicite, commentaires suspects sur les boîtiers électriques. Pris individuellement, chacun de ces éléments peuvent passer pour un hasard, un malentendu ou une coïncidence. Mais quand on les met bout à bout, en sachant ce qui va suivre, le tableau change complètement de couleur. Dans les semaines qui suivent l'incendie, la version officielle est assez simple. Un défaut électrique dans le bureau de Georges a provoqué le feu. Les 5 enfants sont morts dans l'incendie, leurs corps ont été consumés par les flammes. Fin de l'histoire. Sauf que Georges et Jenny, une fois le choc passé, commencent à tirer les fils, et chaque fil qu'ils tirent fait apparaître une nouvelle incohérence. D'abord, l'histoire du défaut électrique ne tient pas debout. Georges le sait parce que le réseau avait été refait récemment et déclaré conforme. Mais il y a un élément encore plus parlant. Les guirlandes de Noël étaient encore allumées quand le feu s'est déclaré. Souvenez-vous, Jenny les a vues en descendant. Si le départ de feu venait d'un court-circuit sur le réseau électrique, le courant aurait sauté et les guirlandes se seraient éteintes. Or, elles fonctionnaient encore. Ensuite, déterminée, Jenny commence à se renseigner sur la crémation. Elle contacte un crématorium et elle pose des questions pour comparer. Ce qu'elle apprend la choque. Mais vous, c'est peut-être un élément qui a dû vous faire tiquer précédemment. Dans un four crématoire professionnel, conçu pour ça, il faut 2 heures à plus de 1000 degrés pour réduire un corps. Et même après, il reste toujours des fragments d'os, des dents ou des morceaux reconnaissables. La maison des Soder a brûlé en 45 minutes environ. C'était un feu de maison de bois, pas un four industriel. Et dans les décombres, on a retrouvé des appareils ménagers, de la vaisselle, un dictionnaire et des pièces de monnaie. Comment est-il possible que le feu ait détruit 5 corps humains intégralement, sans laisser un seul os, un seul crâne ou une seule dent, mais qu'il ait épargné un dictionnaire en papier? Jenny ira même jusqu'à faire ses propres expériences. Elle brûle des os d'animaux dans un feu de bois ouvert, aussi chaud qu'elle peut le faire. Les os ne disparaissent jamais. Et puis, il y a tout ce qui entoure cette nuit-là. La ligne téléphonique, on s'en souvient, ne fonctionnait plus quand Marion a voulu appeler les secours. Pendant un temps, tout le monde a supposé qu'elle avait brûlé dans l'incendie, mais un réparateur téléphonique va constater quelque chose de différent. La ligne n'avait pas fondu, elle avait été coupée, sectionnée, proprement. Et là, ça change tout, parce qu'un téléphone qui grille dans un incendie, c'est normal. Une ligne coupée avant l'incendie, ça s'appelle de la préméditation. D'autant qu'un détail encore plus trouble va remonter à la surface. Un homme avouera plus tard avoir effectivement coupé les lignes téléphoniques des Soder cette nuit-là, pendant qu'il se trouvait dans un bâtiment annexe de la propriété en train de voler un palan mécanique. Est-ce qu'il a aussi déclenché le feu pour créer une diversion ? Est-ce qu'il faisait partie de quelque chose de plus large ? Personne n'a jamais pu le déterminer, et l'homme n'a jamais été poursuivi pour incendie criminel. L'échelle que le père cherchait partout pour monter à l'étage, elle sera retrouvée plus tard en contrebas de la propriété, jetée dans un talus à une vingtaine de mètres de la maison. Ce qui veut clairement dire que quelqu'un l'avait déplacée volontairement. Et puis il y a ce bruit que Jenny a entendu sur le toit, juste avant le feu. Ce choc dont je vous ai parlé, suivi d'un roulement. Plus tard, Sylvia, la petite dernière, retrouvera dans le jardin un objet sphérique en caoutchouc dur. Georges l'examinera et conclura qu'il s'agit d'un engin incendiaire artisanal, une sorte de bombe au napalm. Un chauffeur de bus local déclarera lui aussi avoir vu, cette nuit-là, des, je cite, « boules de feu » lancées en direction de la maison des Soder. Bon, avec tout ça, Georges et Jenny font appel à un détective privé. Il s'appelle C.C. Tinsley. Il vient d'une ville voisine, et ce que Tinsley va mettre au jour, c'est le genre de choses qui donne des frissons. Vous vous souvenez du vendeur d'assurance ? Celui qui avait menacé Georges en lui disant que sa maison partirait en fumée et que ses enfants seraient détruits à cause de ses critiques contre Mussolini ? Tinsley découvre que cet homme faisait partie du jury du coroner. Le jury qui a conclu que l'incendie était accidentel. Donc l'homme qui a proféré une menace explicite contre la famille quelques semaines avant le drame siégeait dans le jury chargé de déterminer la cause du feu. Et ce n'est pas tout.
Tinsley apprend que ce même individu avait été employé par George auparavant, qu'il avait co-signé l'assurance habitation de la famille et qu'il avait augmenté le montant de la couverture peu avant le feu, de 1500 à 1750 $, sans que George et Jenny en aient été informés ni aient donné leur accord. Et puis, Tinsley tombe sur autre chose, une rumeur qui circule en ville au sujet du chef des pompiers, F.J. Morris. Officiellement, Morris avait déclaré au Soder qu'aucun reste humain n'avait été retrouvé dans les cendres. Mais en coulisses, il racontait une toute autre histoire. Il avait confié à un pasteur local qu'il avait trouvé un organe humain dans les décombres. Un cœur, disait-il, et qu'il l'avait caché dans une boîte de dynamite avant de l'enterrer sur le site. Il y aurait donc possiblement réellement des restes humains. George et Tinsley confrontent Morris. Le chef des pompiers accepte de les mener à l'endroit où il dit avoir enterré la boîte. Alors ils creusent, ils la sortent et ils la portent directement chez le directeur des pompes funèbres de Fayetteville. Le pompe funèbre ouvre la boîte, examine le contenu et donne son verdict. Ce n'est pas un corps humain. C'est un foie de bœuf, frais, qui n'a jamais été exposé au feu. Et le pire, c'est la suite, parce que des rumeurs vont remonter selon lesquelles Morris aurait admis avoir enterré ce foie de bœuf lui-même en espérant que la découverte de restes humains pousserait les Soder à accepter la mort de leurs enfants et à lâcher l'affaire. Quand j'ai lu ça dans un article en préparant cet épisode, j'ai dû le relire 3 fois. Le chef des pompiers d'une ville enterre un foie de bœuf dans les cendres d'un incendie en le faisant passer pour un organe humain pour convaincre une famille de ne plus poser de questions sur la mort de ses propres enfants. Et personne n'est inquiété. Alors je sais, ça commence à faire beaucoup, mais figurez-vous que ce n'est pas la seule chose qu'ils vont retrouver sous les décombres. En 1949, 4 ans après l'incendie, George décide de reprendre les fouilles. Cette fois, il fait les choses sérieusement. Il fait venir un pathologiste de Washington, un certain Oscar B. Hunter, pour superviser une excavation en profondeur du terrain. L'équipe fouille méticuleusement. On retrouve encore des objets du quotidien, des pièces de monnaie endommagées, le dictionnaire qui avait appartenu aux enfants, et quelques fragments osseux, des vertèbres plus précisément. Hunter envoie alors les os à la Smithsonian Institution, l'un des plus grands centres scientifiques des États-Unis. Le rapport qui revient va soulever plus de questions qu'il n'en résout. Les fragments sont 4 vertèbres lombaires, et elles appartiennent à un seul individu, dont l'âge au moment de la mort est estimé entre 16 et 22 ans. Or, le plus âgé des 5 enfants disparus, Morris, n'avait que 14 ans la nuit de l'incendie. Les os ne correspondent pas. Mais ce n'est pas ça le plus troublant. Ce qui va marquer les Soder et tous ceux qui s'intéresseront à cette affaire, c'est une phrase du rapport du Smithsonian. Les vertèbres ne présentent aucune trace d'exposition au feu. Et le scientifique précise qu'il trouve très étrange que seules 4 vertèbres aient été retrouvées si 5 enfants avaient réellement péri dans cette maison. Avec un feu de cette durée, écrit-il, on devrait retrouver des squelettes entiers, pas 4 os isolés. Sa conclusion est la suivante. Les vertèbres proviennent très probablement de la terre que George avait fait apporter en 1946 pour couvrir les ruines. Et de fait, le détective Tinsley confirmera plus tard que les fragments semblaient provenir d'un cimetière voisin, à Mount Hope, sans que personne ne puisse expliquer comment ils avaient atterri dans le remblai. Autrement dit, même en creusant leur propre terrain pendant des jours, les Soder ne trouvent aucune preuve que leurs enfants sont morts là. L'affaire remonte jusqu'à la capitale de l'État. Le Parlement de Virginie occidentale organise 2 auditions en 1950. Et le résultat est à la hauteur de tout le reste de cette histoire. Le gouverneur et le chef de la police d'État déclarent le dossier, je cite, « sans espoir ». Et ils ferment l'enquête. La famille avait aussi écrit au FBI. Le directeur en personne a répondu au courrier de George, mais le bureau a refusé de prendre l'affaire. Mais les Soder n'abandonnent pas, ils ne ferment rien. Vous l'aurez compris, ils sont déterminés à découvrir la vérité. En 1952, George et Jenny font installer un grand panneau publicitaire le long de la route 16, sur le site même de leur ancienne maison. Dessus, les photos des 5 enfants, un résumé de l'incendie et une récompense. $5 000, puis 10 000
pour toute information qui permettrait de les retrouver. Ce panneau devient presque une légende dans la région. Les automobilistes ralentissent, certains s'arrêtent, descendent de voitures et se retrouvent nez à nez avec les visages de 5 enfants disparus un soir de Noël. Un écrivain local, George Bragg, racontera que quand on marchait jusqu'au panneau, on avait l'impression de regarder les enfants droit dans les yeux. Et à partir du moment où l'histoire circule dans les journaux, où le panneau est visible par tous ceux qui empruntent la route 16, les témoignages commencent à affluer. Et certains d'entre eux méritent clairement qu'on s'y attarde. Le premier témoignage vient d'une femme qui tient un hôtel à Charleston, la plus grande ville de Virginie occidentale, à une centaine de kilomètres de Fayetteville. Cette femme raconte qu'elle a vu les photos des enfants Sodder dans un journal, et qu'elle les a immédiatement reconnus. D'après sa déclaration, 2 ou 3 jours après l'incendie, un groupe est arrivé à son hôtel en pleine nuit, 4 adultes, 2 hommes et 2 femmes, qu'elle décrit comme étant d'origine italienne, accompagnée de 4 enfants. Les adultes se sont enregistrés vers minuit, et quand cette femme a essayé d'adresser la parole aux enfants, de leur dire bonjour, les adultes ont immédiatement coupé court. Ils l'ont empêché de leur parler. Pendant le reste de leur séjour, le groupe n'a plus échangé un mot avec le personnel. Une autre femme, qui tenait un arrêt touristique sur la route entre Fayetteville et Charleston, affirme avoir servi un petit déjeuner à ce même groupe le lendemain matin de l'incendie. Et puis, il y a un témoignage encore plus troublant. Quelqu'un prétend avoir vu les enfants Sodder cette nuit-là, pendant que la maison brûlait, à l'intérieur d'une voiture qui s'éloignait de la propriété. Alors, on est dans une petite ville, les rumeurs vont vite. Forcément, on ne peut pas prendre chacun de ces témoignages comme une preuve. Les gens parlent, les gens projettent, surtout quand les photos circulent dans la presse. Mais pour George et Jenny, chaque signalement est une raison pour ne pas lâcher. Ils suivent des pistes en Floride, au Texas, à New York. George prend sa voiture et roule à travers le pays sur la base d'un simple coup de fil ou d'une lettre anonyme. Un jour, il tombe sur une photo d'écolier dans un journal de New York et se convainc que l'une des petites filles est sa Betty. Il fait la route jusqu'à Manhattan, retrouve la famille de l'enfant et se présente chez eux. Les parents refusent de lui parler. Il repart sans rien. Un jour, une lettre arrive de Saint-Louis. Quelqu'un affirme que Martha, l'aînée des filles disparues, vit dans un couvent. Une autre piste arrive du Texas, où un habitué d'un bar dit avoir entendu une conversation compromettante sur un incendie en Virginie occidentale un soir de Noël. Un autre encore vient de Floride, prétendant que les enfants vivent chez un parent éloigné de Jenny. Je ne vous développerai pas plus ces pistes, car aucune n'aboutit. Mais aucune ne suffit non plus à les faire arrêter. Parce qu'à chaque fois, c'est la même chose. On n'arrive pas à prouver que les enfants sont vivants, mais on n'arrive pas non plus à prouver qu'ils sont morts. Et puis arrive 1968, plus de 20 ans après l'incendie. Jenny ouvre sa boîte aux lettres et trouve une enveloppe sans adresse d'expéditeur, avec un cachet postal du Kentucky. À l'intérieur, il y a une photo. Un homme dans la vingtaine, peut-être le début de la trentaine. Cheveux noirs et bouclés, yeux sombres, un nez droit et fort, et ce léger haussement du sourcil gauche. Elle connaît ce visage. Au dos, un message est écrit à la main. Louis Sodder, I love Brothers Frankie, Lil Boys. Quand George et Jenny regardent cette photo, ils voient Louis, le Louis qu'ils ont connu à 9 ans, avec 23 ans de plus. La ressemblance est saisissante, même si bien sûr, après tant d'années, il est impossible d'en être certain. Ils engagent alors un nouveau détective privé et l'envoient au Kentucky pour remonter la trace de cette lettre. Et tenez-vous bien, le détective disparaît. Du jour au lendemain, il ne donnera plus aucune nouvelle. Jamais. George et Jenny, par peur de mettre leur fils en danger, s'il est vraiment vivant, décident de ne pas révéler le nom de la ville inscrite sur le cachet de la poste. À la place, ils ajoutent la photo du jeune homme adulte sur le panneau au bord de la route, à côté des visages des 5 enfants. George meurt 1 an plus tard, en 1969. 1 an après avoir reçu cette photo, il avait confié à l'Associated Press qu'il lui arrivait encore de ne pas trouver le sommeil, simplement à force de penser à eux. Jenny, elle, continue. Après la mort de George, elle fait construire une clôture autour de leur maison, puis des pièces supplémentaires, comme pour se couper du monde. Elle porte du noir tous les jours, du matin au soir, jusqu'à la fin.
elle ne quittera jamais le deuil. Le panneau reste en place jusqu'à sa mort en 1989. Ses enfants survivants le retirent, peu de temps après. Usé par le temps, décoloré par des décennies de soleil et de pluie. Bon, on a posé tous les éléments. Maintenant, essayons de réfléchir. Parce que dans cette affaire, il y a essentiellement 3 grandes théories. Je vais vous les passer en revue. Et à la fin, je vous dirai laquelle me semble tenir le mieux la route. La première, c'est la version officielle. Les 5 enfants sont morts dans l'incendie. Leurs corps ont été entièrement consumés par les flammes, et tout le reste, les camions, l'échelle, la ligne téléphonique et les témoignages, n'est qu'un enchaînement de coïncidences amplifiées par le chagrin d'une famille qui ne voulait pas accepter la réalité. C'est la position des autorités de l'époque, et c'est aussi celle que défendent certains enquêteurs modernes. Et honnêtement, on peut entendre cet argument. Le deuil est une force puissante et est vécu par chacun à sa manière. Quand on perd 5 enfants d'un coup, dans des circonstances aussi violentes, le cerveau peut refuser d'y croire et être coincé dans le déni. Et à partir de là, chaque détail un peu bizarre est réinterprété comme une preuve que les enfants sont vivants. Sauf que cette théorie a un problème fondamental, et on en a parlé, les corps. Un feu de maison en bois de 45 minutes ne fait pas disparaître 5 squelettes humains. Des crématoriums professionnels n'y arrivent pas en dessous de 2 heures à plus de 1000 degrés. On a retrouvé un dictionnaire en papier dans les décombres, mais pas un seul os ni même une seule dent. Même le Smithsonian, l'institut de recherche, a trouvé ça très étrange. Et Jenny Soder, qui a brûlé des os d'animaux elle-même pour vérifier, l'a constaté de ses propres yeux. Les os ne disparaissent pas dans un feu comme celui-là. Alors soit il y a quelque chose qu'on ne comprend pas sur la physique de cet incendie précis, ce qui n'est pas impossible, soit les enfants n'étaient tout simplement pas dans la maison quand elle a brûlé. Et ça m'amène à la deuxième théorie, celle de l'enlèvement par la mafia sicilienne, et c'est celle à laquelle George et Jenny ont fini par croire. L'idée, c'est la suivante. George, par ses prises de position publiques contre Mussolini, s'est mis à dos une partie de la communauté italienne de Fayetteville. Certains de ces gens avaient des liens, réels ou supposés, avec le crime organisé sicilien, qui était actif dans les communautés d'immigrés italiens aux États-Unis à cette époque. La menace du vendeur d'assurance prendrait alors un sens très concret. Ce n'était pas une figure de style, c'était un avertissement. L'incendie n'aurait pas été un accident, mais un acte d'intimidation, voire une diversion pour couvrir l'enlèvement des enfants. Quelqu'un serait entré dans la maison pendant que les petits étaient encore debout. On se souvient que la porte n'était pas verrouillée quand Jenny est descendu après l'appel téléphonique. Il les aurait fait sortir et les aurait emmenés avant que le feu ne soit déclenché. Les enfants auraient ensuite été confiés à des familles italiennes, ou peut-être même envoyés en Italie et élevés sous de nouvelles identités. Ça expliquerait pas mal de choses. L'appel téléphonique à 00h30, avec des bruits de fête en fond, pourrait avoir été un moyen de vérifier que les adultes étaient bien couchés et que les enfants étaient encore debout. Il y a aussi le fait que les rideaux étaient ouverts et les lumières allumées, ce qui permettait de voir l'intérieur de la maison depuis l'extérieur. Le fait qu'aucun des enfants ne se soit manifesté aux fenêtres pendant l'incendie, qu'aucun cri ne soit venu de l'étage. L'échelle déplacée, les camions sabotés, la ligne coupée, tout ça pour s'assurer que personne ne puisse intervenir une fois le feu allumé. Et les témoignages de gens qui disent avoir vu les enfants dans une voiture cette nuit-là, puis dans un hôtel le lendemain, avec des adultes italiens qui les empêchent de parler à quiconque. La force de cette théorie, c'est qu'elle donne un sens à l'ensemble du tableau. Chaque anomalie isolée trouve sa place dans un scénario cohérent. Sa faiblesse, c'est qu'on n'a jamais identifié les ravisseurs, jamais retrouvé les enfants, et jamais produit de preuves matérielles directes. On est plus dans le domaine du faisceau d'indices que de la preuve formelle. La troisième théorie, c'est celle de la complicité locale. Pas forcément de la mafia au sens strict, mais un groupe d'individus de Fayetteville. Peut-être le vendeur d'assurance et quelques sympathisants fascistes du coin, qui auraient agi par vengeance personnelle contre George, en coordination avec des gens qui avaient accès à la propriété et à la chaîne de commandement locale. Le fait que le vendeur d'assurance se soit retrouvé dans le jury du coroner, que Maurice, le chef des pompiers, ait essayé d'enterrer un faux organe pour étouffer l'affaire, que les pompiers aient mis 7 heures à arriver, tout ça dessine un tableau où les institutions locales, au minimum, ont fermé les yeux, et au pire, ont participé. Le fils aîné de George, John, résumera cette théorie des années plus tard en disant, et je le cite, « Le chef des pompiers a été acheté. Ou alors ils n'ont pas voulu creuser. » Si vous voulez mon avis, et encore une fois, ce n'est que mon avis,
Je pense que la vérité se situe quelque part entre la deuxième et la troisième théorie. Les enfants n'étaient probablement pas dans la maison quand elle a brûlé. Quelqu'un les a sortis ou les a fait sortir avant l'incendie. Et localement, assez de gens étaient au courant, ou assez de gens avaient intérêt à ce que l'enquête n'avance pas, pour que le dossier soit enterré. Ce qui rend cette affaire aussi frustrante, c'est qu'on ne saura probablement jamais. Les principaux acteurs sont morts, les preuves matérielles ont disparu, les fragments d'os analysés par la Smithsonian ont été restitués à George en 1949, et personne ne sait où il se trouve aujourd'hui. Aucun test ADN n'a pu être mené. Et les enfants Soder, s'ils ont survécu, auraient aujourd'hui entre 85 et 94 ans. Il est presque certain qu'ils ne soient plus de ce monde. Mais la question, elle, est toujours vivante. Sylvia Soder, la petite dernière, celle que Jenny portait dans ses bras en sortant de la maison cette nuit-là, est morte en 2021. Elle avait 79 ans. Son premier souvenir, disait-elle, c'était cette nuit, la fumée, le sang sur les bras de son père, les cris de tout le monde. Elle avait 2 ans. Elle avait promis à ses parents de ne jamais laisser l'histoire mourir, et elle a tenu sa parole. Pendant des décennies, elle a organisé des commémorations à Fayetteville. Elle a répondu aux journalistes, participé à des forums en ligne, échangé avec des passionnés qui essayaient encore de comprendre ce qui s'était passé. Sa propre fille a dit un jour, je cite, « Elle avait promis à mes grands-parents qu'elle ne laisserait pas l'histoire s'éteindre, et qu'elle ferait tout ce qu'elle pourrait. » Sylvia n'a jamais cru que ses frères et sœurs étaient morts dans l'incendie. Alors que s'est-il passé cette nuit-là ? Honnêtement, personne ne le sait. Même certains enquêteurs modernes pensent que les enfants sont bel et bien morts dans le feu cette nuit-là, et que le reste n'est qu'une accumulation de coïncidences malheureuses amplifiées par le chagrin d'une famille qui refusait de faire son deuil. Mais quand on reprend les faits un par un, le vendeur d'assurance qui menace Georges puis se retrouve dans le jury du coroner, l'échelle déplacée, les camions sabotés, la ligne téléphonique coupée, le bruit sur le toit, les guirlandes encore allumées, le chef des pompiers qui enterre un foie de bœuf en le faisant passer pour un cœur humain, 7 heures de délai pour une caserne à 4 km. Aucun os retrouvé dans un feu qui a épargné un dictionnaire. Les témoignages de gens qui disent avoir vu les enfants encore vivants le lendemain. Et 23 ans plus tard, une photo envoyée depuis le Kentucky avec le nom de Louis Soder écrit au dos. Quand on met tout ça ensemble, il faut reconnaître que la version officielle demande un sacré acte de foi. Regardez cette image une dernière fois. Le panneau au bord de la route 16. 5 visages d'enfants. Et à côté, la photo d'un homme adulte que 2 parents, jusqu'à la fin de leur vie, ont espéré reconnaître comme leur fils. Ce panneau n'est plus là aujourd'hui, mais la question qu'il portait, elle, n'a toujours pas trouvé de réponse. Je finirai simplement par un proverbe italien qui dit « Chi cerca, trova, chi non cerca, si perde », ce qui veut dire « Celui qui cherche trouve, celui qui ne cherche pas, se perd ». George et Jenny Soder ont cherché toute leur vie. Ils n'ont jamais réellement trouvé quoi que ce soit, mais ils ne se sont jamais vraiment perdus non plus. Car c'est peut-être cette détermination, leur abnégation et leur courage qui leur a permis de tenir. Je vous remercie de m'avoir écouté. Cet épisode a demandé un gros travail de recherche. J'ai essayé d'y ajouter le plus d'informations possible sans en faire un épisode de 2 heures pour autant, pour essayer de ne pas vous lasser non plus. J'espère que ce compromis vous convient. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Vos retours sont précieux. N'hésitez pas à vous abonner à Spotify, Instagram ou le site internet pour être notifié dès qu'un nouvel épisode sort. Ou simplement pour soutenir mon travail. Merci pour votre attention. Merci pour votre soutien. En attendant, je vous dis à bientôt. Pour une nouvelle image, une nouvelle histoire, un nouveau mystère.